je déchire en petits morceaux comme ça. Ça, c'est l'Europe occidentale. Et ça, c'est la Russie. C'est plus ou moins clair. Il dépend des États-Unis parce que vous avez des économies très liées avec les Américains. Et il y a des liens financiers, économiques, il y a toujours cette solidarité atlantique et tout. Donc, si vous avez eu la souveraineté de prendre les décisions sur la scène internationale, évidemment, l'Europe ne va pas se tirer dans la jambe, comme aujourd'hui avec les sanctions anti-russes. Dans cet entretien datant de 2019, 4 ans avant le début de la guerre russo-ukrainienne, Piotr Tolstoï, président de la Douma, discute des relations tendues entre l'Europe et la Russie. Depuis longtemps, ces relations sont marquées par des incompréhensions et des tensions, culminant récemment en une crise majeure. Tolstoï critique l'Europe et les États-Unis pour leur politique et leur double standard, les accusant d'avoir provoqué la crise en Ukraine. Il précise que la Russie n'est pas impliquée directement dans le conflit, mais garantit, avec la France et l'Allemagne, les accords de Minsk. Avant de continuer, je vous rappelle ce que François Hollande, ancien président français, avait révélé sur les accords de Minsk. Да, по поводу мирных переговоров. Вот я буду честен сейчас. À propos des pourparlers de paix, je vais être honnête maintenant en ce moment. Les accords de Minsk étaient à l'origine désavantageux pour l'Ukraine, malheureusement. Bien sûr, nous n'aurions pas dû accepter les plans de Poutine de négocier avec les séparatistes. C'est notre faute. À Minsk, comme tu t'en souviens, nous n'étions pas autorisés à dormir ou à manger. Et nous avons signé ces accords. C'était une torture. Et toi-même, tu te rappelles, tu me persuadais de les signer et Angela disait aussi que ce serait mieux. Eh bien, on peut voir où ça nous a emmenés. Oui, même si dans les accords de Minsk, il y avait l'affirmation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et du contrôle de la frontière qui devait être rétabli. Mais tu as raison, nous nous sommes enlisés après Minsk. C'est la faute, hélas, de l'absence de pression suffisante du camp européen sur Poutine pour qu'il puisse y avoir le retour à l'intégrité territoriale et la fin du séparatisme. Et puis, il y avait les difficultés propres à l'Ukraine, que tu as connues, d'une difficulté d'avoir une majorité sur un certain nombre de textes. Et ça, je pense que ça a aussi été utilisé par Poutine, alors que l'Ukraine n'était pas responsable. Oui, mais si tu t'en souviens, il fallait d'abord parler aux séparatistes, se mettre d'accord sur des élections, puis organiser les élections, et enfin reprendre la frontière. Nous aurions dû insister pour que nous reprenions la frontière d'abord, et ensuite organisions les élections. Malheureusement, on a eu tort sur ce point, et Poutine en a profité. Bon, alors donc, la solution pour l'instant, elle est militaire, elle n'est pas diplomatique. Eh bien, moi je pense que tu es d'accord avec moi. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé, c'est qu'il a sous-estimé la capacité des Ukrainiens et leur résistance. Moi-même, j'aurais sans doute à venir en Ukraine un moment ou un autre, mais pour l'instant, je pense que c'est à vous de faire en sorte de nous défendre, parce que c'est vous qui nous défendez aujourd'hui. Je vais juste, excuse-moi François, juste aborder quelques autres brefs sujets. Je peux dire que la seule chose où nous avons réussi à dépasser Poutine, à part les accords de Minsk, c'est l'année 2013, lorsque nous avons réussi à chasser Yanukovych et à faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui, je pense que tu as joué un rôle
très important à ce moment-là. Je me souviens encore quand tu es venu à l'Élysée avec Bernard-Henri Lévy et que tu étais accompagné par Klitschko. Et c'était au tout début du processus. Et si vous n'aviez pas été là, il n'y aurait pas eu Biden, il n'y aurait pas eu la victoire que vous avez obtenue en chassant Yanukovych. Donc, ce rôle historique qui a été le tien est très important à rappeler. C'est clair. Poutine a vraiment raison quand il dit qu'ils ont été dupés et que l'Occident est l'empire du mensonge. Dans l'entretien, Tolstoï souligne la nécessité de négociations directes entre les parties en Ukraine pour résoudre la crise. Il regrette l'attitude hostile des députés ukrainiens envers la délégation russe et appelle à un dialogue respectueux et équitable. Concernant les sanctions économiques, Tolstoï affirme qu'elles nuisent davantage à l'Europe qu'à la Russie et qu'elles sont contre-productives. Il critique également l'Union européenne pour sa dépendance aux États-Unis, ce qui limite sa capacité à mener une politique indépendante vis-à-vis de la Russie. Tolstoï conclut en soulignant que pour restaurer la confiance et améliorer les relations, un dialogue honnête et respectueux est indispensable. Écoutons l'entretien et discutons-en ensuite. Comment vous interprétez cette crise tout de même entre l'Europe et la Russie qui est en train de se terminer là peut-être? C'est un long discours parce que la crise, c'est la suite des incompréhensions qui ont eu lieu entre la Russie et l'Europe durant des décennies. C'est la suite d'idées que l'Europe, avec les Américains, soi-disant pays démocratiques, ont gagné dans la guerre froide. C'est la suite d'idées que l'Europe a le droit de donner les leçons à la Russie, ce qui n'est pas le cas. Et c'est la suite de politiques double standard, hypocrite et méprisant tous les principes du Conseil de l'Europe notamment, qui a été menée par les pays européens par rapport à l'Ukraine et la Russie, et qui a provoqué la crise, la guerre civile en Ukraine, dont l'Europe est aussi responsable. En parlons-en tout de suite de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir de cette situation tendue? On l'a encore entendu ici, cette nuit, au cours des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il y a une très forte tension, bien entendu. Qu'est-ce qui peut la diminuer? Qu'est-ce qui peut faire que le dialogue reprenne? Quand, dans le pays, il y a la guerre civile, quand vous avez les régions du pays qui veulent se séparer de la capitale pour les raisons fondamentaux, donc pour les raisons de la langue, pour la raison qui veulent par exemple élire eux-mêmes leur pouvoir local, etc. Ça, c'est les droits tout à fait européens. Donc quand vous avez une crise telle qu'il y a en Ukraine, il faut les négociations directes entre les deux parties. Et comme le pouvoir ukrainien refuse la négociation directe avec les républiques indépendantistes, évidemment, la crise ne sera pas résolue autrement. Avec tous les efforts des accords de Minsk, avec les garanties de la France, de l'Allemagne et de la Russie, parce que la Russie n'est pas une partie de l'accord de Minsk. La Russie est aussi, comme la France et l'Allemagne, garantit l'accomplissement de l'accord de Minsk. Alors, pour tout ça, il faut la volonté, le temps, peut-être les mesures de la part des institutions européennes, mais surtout, il faut retourner, il faut regagner la confiance. Et pour regagner la confiance, il faut le dialogue. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est ça. C'est la question que j'allais vous poser. Il peut se passer quelque chose ici, entre vous et l'Ukraine? Entre nous et l'Ukraine, les Ukrainiens, non. Tout simplement. Entre nous et l'Ukraine, non, parce que aujourd'hui, nos collègues ukrainiens se comportent comme si ils sont, je sais pas, une femme trompée. Donc ils crient, ils insultent la délégation russe et ils menacent physiquement à des députés russes. Aujourd'hui, la tension est telle que les négociations directes ne peuvent pas avoir lieu. Et en plus, la Russie n'est pas, comme j'ai expliqué, n'est pas une partie du conflit. Donc les Ukrainiens, il faut qu'ils parlent avec les Russes qui habitent en Ukraine et qui, l'Occident, avec les clichés hypocrites qui existent, appelle russophones. Donc moi, j'aimerais bien voir s'il y avait 20 millions des Français qui habitaient quelque part ailleurs et dont
les droits fondamentaux étaient supprimés comme ça a eu lieu avec les Russes en Ukraine. Quelle sera la réaction de la France? Je vous assure que nous, on a aussi des questions à poser à l'Assemblée, notamment sur tout ce qui s'est passé à l'Odessa, avec plus de 100 personnes brûlées vivants. On a des questions à poser sur la position de l'Ukraine par rapport à l'Église orthodoxe russe. On a plein de dossiers, mais pour que ça soit examiné, pour que ça soit discuté, on a besoin d'avoir ici cette possibilité. Nous sommes là pour ça et pour améliorer le climat de confiance en Europe en général. C'est ça. Mais si on croit qu'on est là avec quelles conditions? Non. Non, parce que si on prend, vous permettez, je prends votre je vous en feuille. prie, je n'en ai pas besoin. Parce que c'est très, très simple. Hein. Donc, je déchire en petits morceaux comme ça. Ça, c'est l'Europe occidentale. Et ça, c'est la Russie. C'est plus ou moins clair. Donc, quand on dit l'Europe, 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 et la Russie, 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 donc il faut bien comprendre que la Russie, c'est le plus grand pays européen. Et sans la Russie, on ne peut pas résoudre aucune question en Europe. Et s'il y a les optimistes qui peuvent le faire, ça amène, malheureusement, à la guerre civile en Ukraine et à la décomposition d'un pays souverain, qui est le cas avec l'Ukraine. Votre retour, je reviens à cette question, votre retour ici au Conseil de l'Europe, vous pensez que c'est un pas, ça peut être le début d'un nouveau départ? Vous avez des détracteurs dans toute l'Europe, on le disait tout à l'heure. Récemment, les sanctions contre la Russie ont été repoussées, reconduites par la Commission européenne. Le Parlement européen, en mars, a voté une résolution qui était très clairement défavorable à la Russie. Vous pensez qu'à partir de ce point, à partir de ce qui se passe là aujourd'hui, on peut commencer à renouer des liens de confiance, comme vous le dites, entre la Russie et l'Europe en règle générale? Écoutez, pour nous, les sanctions européennes, nous, on a perdu à peu près 50 milliards d'euros. L'Europe a perdu 250 milliards d'euros. Les États-Unis, 17 milliards de dollars. Donc, vu les chiffres, pour nous, les sanctions européennes, c'est moins important que pour les Européens. C'est les Européens qui perdent leur travail, c'est les Européens qui perdent leur secteur d'exportation en Russie. Et sur leur place en Russie arrivent les autres, les Asiatiques, et les Européens ne vont jamais revenir sur ce marché. Ça, c'est une chose. À propos de sanctions économiques, nous, on ne cherche pas de dire, voilà, on est là pour enlever les sanctions. On est là pour parler avec les Européens. Et si les Européens veulent parler, on veut avoir cette possibilité, mais ça doit être en dialogue à l'égalité et pas que les Européens nous donnent des leçons. Et ça doit être en dialogue avec respect et pas la possibilité des députés ukrainiens d'insulter les députés russes. L'Assemblée n'est pas pour ça. Puisqu'on parle d'économie, puisqu'on parle d'argent, en 2017, la Russie a cessé de payer sa contribution financière au Conseil de l'Europe. Vous allez repayer cette contribution financière et repayer les années qui n'ont pas été payées? Comment vont se passer les choses? D'abord, personne ne paye le billet au cinéma quand on ne va pas regarder le film. Hein? Et donc, on ne paye pas le dîner à un restaurant quand on n'y va pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a déjà dit que si les pouvoirs de la délégation russe seront pleinement restaurés, évidemment, on va payer notre contribution parce que si on travaille dans cette organisation, évidemment qu'on paie la contribution. Mais si on ne travaille pas pour les raisons inventées avec plein des mensonges, plein des mythes, plein de clichés sur la Russie très sales, alors à ce moment-là, on ne va pas payer. On ne va pas payer pour être traité comme un pays agresseur ou annexeur de Crimée, etc. Je reparle de votre relation, de la relation de la Russie avec l'Union européenne.
Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? On l'a dit tout à l'heure, il y a des mauvais signes, hein, le maintien des sanctions, le vote du Parlement européen, ce sont des événements récents et qui n'augurent pas grand-chose de bon. En même temps, ce sont les mêmes chefs d'État qui finalement, ici, ont aidé à ce que, ont poussé en tous les cas pour que la Russie revienne au Conseil de l'Europe, et ce sont les mêmes qui sont dans les institutions européennes. Comment vous expliquez cette espèce de contradiction qu'il y a entre, d'un côté, des chefs d'État, je parle de la France, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure également, qui poussent dans un sens ici au Conseil de l'Europe et qui, au niveau de l'Union européenne, n'ont pas l'air d'aller dans le même sens? À mon avis, si les chefs d'État européens avaient la volonté et la possibilité d'agir d'une façon indépendante, et s'ils ne dépendaient pas... Ils sont dans les mains de qui, alors? Ils dépendent des États-Unis aujourd'hui. Ils dépendent des États-Unis parce que vous avez des économies très liées avec les Américains. Et il y a des liens financiers, économiques, il y a toujours cette solidarité atlantique et tout. Donc, si vous avez eu la souveraineté de prendre les décisions sur la scène internationale, évidemment, l'Europe ne va pas se tirer dans la jambe, comme aujourd'hui avec les sanctions anti-russes. Évidemment, l'Europe était autrement constituée. Et évidemment que les Américains et les Chinois, ils savent bien que si jamais l'Europe avec la Russie seraient ensemble, ça serait une puissance beaucoup plus importante et qui pourrait faire plein de choses. Nous, ça c'est le choix des Européens. Moi, je ne peux pas commenter le choix des députés du Parlement européen. S'ils ont décidé comme ça serait comme ça. Mais savez qu'on ne peut pas faire une bonne mine quand il y a la guerre économique contre votre pays. On ne peut pas être très amis. En même temps, donc c'est la façon de voir les choses un peu bizarre. Parce qu'on dit, voilà, on est pour que vous travailliez avec nous, mais en même temps, on va vous faire du mal dans le domaine économique. Non, ça ne va pas. On sent chez vous ce sentiment, effectivement, que l'Europe est injuste finalement avec la Russie. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. En tout cas, l'Europe est injuste, mais l'Europe est impuissante d'agir autrement. C'est ça ce que je veux dire. C'est que malheureusement, si Macron, Merkel ou les autres politiciens européens avaient le même poids qu'à l'époque avait, je sais pas, De Gaulle ou Helmut Kohl, la situation n'était pas comme ça. Si les Européens tenaient ces promesses, la situation n'était pas comme ça. Si les Européens écoutaient la Russie au moment quand ils ont déclaré l'association avec l'Ukraine, la situation n'était pas comme ça. Si les Européens n'ont pas soutenu le coup d'État à Kiev, le Maïdan en 2014, la situation n'était pas comme ça. Et donc, malheureusement, mon pays, il agit de façon réactive, tandis qu'on pourrait faire autre chose. Et si on agissait autrement, on ne discutait pas ici l'intégration. Merci d'avoir regardé cet entretien jusqu'à la fin. Merci de partager avec nous votre avis en commentaire. Notre objectif étant de noter les leçons d'excellence qui vont nous permettre d'être performants et excellents dans notre vie personnelle et professionnelle, nous voulons insister sur 5 points essentiels. 1. L'importance du dialogue. Tolstoï insistait, depuis déjà 4 ans, sur la nécessité de négociations directes entre l'Ukraine et les républiques indépendantistes pour résoudre la crise. Il avait souligné que sans dialogue, les tensions ne peuvent que s'aggraver. Cette leçon rappelle que dans tous les aspects de la vie, une communication ouverte et respectueuse est essentielle pour résoudre les conflits et prévenir les malentendus. Malheureusement, les responsables de Kiev et leurs sponsors n'avaient pas considéré ces propos, et c'est encore le cas aujourd'hui. Ils ne veulent tout simplement pas la paix. C'est dommage. Ils viennent d'autoriser à l'Ukraine de frapper la Russie sur son territoire. L'escalade se poursuit donc, et ça craint vraiment. 2. L'hypocrisie et le double standard. Tolstoï critique les politiques européennes qu'il considère hypocrites, notamment en ce qui concerne les sanctions contre la Russie et le soutien au coup d'État en Ukraine. Cette leçon enseigne que la cohérence et l'intégrité sont cruciales. Adopter une politique de 2 poids, 2 mesures peut mener à des ressentiments et exacerber les tensions. En tout cas, les Européens sont experts dans le double standard. 3. La résilience face aux défis économiques. L'entretien mentionne les pertes économiques dues aux sanctions européennes et comment elles affectent plus sévèrement l'Europe que la Russie. Cela montre l'importance de la résilience économique
et la nécessité de rechercher des solutions mutuellement bénéfiques plutôt que des mesures punitives qui peuvent avoir des conséquences négatives pour toutes les parties. 4. L'indépendance et la souveraineté. Tolstoï affirme que les chefs d'État européens manquent de volonté et de capacité d'agir de manière indépendante, étant trop influencés par les États-Unis. Cette leçon souligne l'importance de la souveraineté et de l'indépendance dans la prise de décision. Que ce soit pour les nations ou les individus, dépendre excessivement des autres peut limiter la capacité à faire des choix optimaux. 5. Le rôle de l'histoire et de la mémoire collective. Tolstoï évoque les événements passés, comme le Maïdan de 2014 et la tragédie d'Odessa, pour expliquer les positions actuelles de la Russie. Cette leçon met en lumière l'importance de comprendre l'histoire et la mémoire collective pour éviter de répéter les erreurs du passé et pour bâtir un avenir meilleur. Les événements historiques façonnent les opinions et les politiques actuelles, et il est crucial de les prendre en compte dans toute analyse. Nous souhaitons vivement que la paix revienne dans ce monde. Selon vous, la paix est-elle encore possible? Je parle d'une paix durable. Votre avis en commentaire. À bientôt.